Qui veut être mon associé, saison 4, c'est terminé. Et il s'en est passé des choses dans cette saison. Pour ce dernier épisode, j'espérais terminer en fanfare avec l'analyse détaillée comme d'habitude, les leçons à retenir des autres pitchs comme d'habitude, et ensuite une analyse de la saison dans son intégralité. Et puis finalement, le seul truc qu'il y aura comme d'habitude, c'est un souci technique. Loser. Pour la première fois, je n'ai pas réussi à accéder aux vidéos de l'épisode. Il y a le replay qui est disponible sur M6, donc je vous invite bien entendu et comme d'habitude à aller le regarder, mais je n'ai pas pu avoir le fichier de cet épisode. Donc malheureusement, pas d'extrait dans cette vidéo. Donc ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire une analyse détaillée, mais je veux pas vous lâcher en rade quand même. Alors aujourd'hui, je vais quand même vous donner les leçons à retenir de l'ensemble des pitchs de l'épisode. Et puis à la fin de cette vidéo, on fera un petit débrief sur tout ce qui s'est passé dans cette saison. Et on commence tout de suite avec le pitch de Ovi. Ovi, pour rappel, ce sont ces fontaines à eau qu'on peut installer chez soi directement sur le robinet. Première chose sur ce pitch, c'est l'énergie. Mettez de l'énergie dans vos pitchs. Quand vous êtes face à des investisseurs ou face à des potentiels partenaires, des clients, etc., vous devez transmettre une énergie. Et donc vous devez pour ça vous-même incarner cette énergie. Et là, dès le début, il manque un petit quelque chose. On a un tout petit bonjour qui m'a rappelé un épisode de Cauchemar en cuisine. Bon, il y a quelques années, j'ai passé les concours d'école de commerce. Et je me souviendrai toujours de ce que m'avait dit mon directeur de prépa, Mustapha Ben Kalfat, qui nous disait, avant de rentrer dans la salle, vous n'êtes pas assis, vous n'êtes pas mou, vous êtes debout, vous êtes Goldorak. Alors gardez bien ça en tête. Quand vous allez présenter votre projet devant des partenaires, des investisseurs, vous êtes Goldorak. Vous êtes là pour tout déchirer et il faut que ça se ressente dans l'énergie que vous mettez. Et il y a un petit élément qui renforce ça, je pense, c'est qu'à mon avis, ce pitch a été appris par cœur. Il est un peu récité et le fait de réciter, ça vient casser la dynamique de la parole. Moi, depuis le début de cette série sur Qui veut être mon associé, j'écris pas mes textes mot à mot. Je prends juste des notes, je note tout ce qui est intéressant sur chaque pitch, vraiment en bullet point et en courte phrase, et je vais reprendre les idées essentielles. J'ai rien qui est écrit à l'avance. Alors bien sûr, quand on n'est pas dans le par cœur, parfois il y a des petites hésitations, parfois il y a des mots qui sont un peu approximatifs, mais c'est pas grave, au moins on a cette vitalité dans le discours qui le rend beaucoup plus authentique. Et le troisième point sur ce pitch, qui lui est très positif, c'est qu'il a une conscience claire de son marché et de sa concurrence. Dès le début, les investisseurs soulignent qu'ils connaissent déjà ce genre de système, que ça existe, qu'il y en a d'autres qui sont déjà bien installés. Et ça, heureusement, l'entrepreneur, il en a bien conscience. Et il n'hésite pas à en parler, il sait comment répondre à cette question-là. Pour vos pitchs, vous devez faire ce travail-là. Connaissez vos concurrents, connaissez votre marché. Et surtout, ne dites jamais que vous n'avez pas de concurrents. Ça n'existe pas. Un marché dans lequel vous n'avez pas de concurrents, ça veut dire que ce marché est soit inexistant, soit que vous ne connaissez pas et que vous ne comprenez pas ce marché. À titre d'exemple, on peut pas dire que SNCF a une situation de monopole et qu'elle n'a pas de concurrence. Elle n'a pas de concurrent direct sur le train, mais il y en a sur le marché du transport. Donc vous devez prendre en considération la concurrence directe et indirecte. En l'occurrence, il a une concurrence directe et il sait comment en parler. Son but ne va pas être de critiquer ce que font les autres, mais de mettre en avant ce que lui fait mieux que les autres. Donc ça aussi, quand vous parlez de vos concurrents, pas la peine de les dénigrer, mettez en avant ce que vous faites bien. C'est ça qui nous intéresse. Et d'ailleurs, les investisseurs ne s'y sont pas trompés puisqu'ils sont 3 à avoir investi dans son projet. Il me semble que c'est la première fois de la saison et donc aussi la dernière. Mais je vous en dis pas plus, si vous voulez avoir le résultat final, allez voir le replay. Attendez, allez voir après le replay. Pas maintenant, parce que nous on passe tout de suite au pitch de Fulgurance. Fulgurance, ce sont ces combinaisons d'électrostimulation dans lesquelles on a pu voir certains des investisseurs. Il y a quelque chose de super intéressant dans ce pitch, c'est que le pitch commence en réalité avant de commencer réellement. En envoyant dans les coulisses ces combinaisons que les investisseurs doivent enfiler avant d'arriver, il crée une forme d'intrigue, de suspense autour de son produit. Alors sur Qui veut être mon associé, c'est quelque chose d'assez limité parce qu'ils n'ont pas le droit de communiquer avec les investisseurs avant, de leur donner des informations ou quoi que ce soit. Là je pense que la prod a fait une exception parce qu'il fallait prendre le temps d'enfiler ses tenues, etc. Ce qui aurait coupé toute la dynamique pendant le pitch. Mais vous, dans une situation de pitch réel, vous avez accès aux investisseurs avant. Vous pouvez essayer de communiquer avec eux. Donc ça c'est une stratégie intéressante. Parce que si vous envoyez des éléments, ça peut être un dossier bien évidemment, et ça de toute façon ils l'auront tout le temps dans une levée de fonds classique, mais si vous envoyez des produits tests, si vous envoyez des vidéos, si vous envoyez quelque chose qui va sortir un peu du lot, ça va vous permettre à vous de sortir
sortir du lot au moment de votre pitch. En étant face à vous, les investisseurs ne seront pas face à des inconnus, ils auront déjà eu un avant-goût de ce que vous allez leur proposer. Donc très bonne stratégie, et si vous pouvez la mettre en place, je vous invite fortement à le faire. Deuxième chose sur ce pitch, c'est que je vais revenir sur quelque chose que je vous ai dit tout au long de la saison, sur le fait de pitcher à 3. Et en réalité, ça appuie ce que j'ai dit, c'est que pitcher à 3, c'est très difficile. Ça risque de casser la dynamique, de casser l'incarnation, ça demande une chorégraphie très précise et donc ça demande beaucoup de boulot. Mais là, je trouve qu'ils ont très bien réussi ça. La parole est très bien répartie, ça passe de l'un à l'autre et là pour le coup, ça renforce la dynamique de leur pitch. Et ça me permet d'insister sur un point, c'est que toutes les leçons que je vous donne depuis le début, n'essayez pas de toutes les appliquer en même temps ou d'imiter un pitch dont j'aurais dit qu'il était excellent, parce que ce qui compte, c'est que ça corresponde à votre fonctionnement. Et c'est pour ça que quand j'accompagne des entrepreneurs, je regarde d'abord leur pitch, j'essaye de comprendre leurs produits pour voir quelle technique, quelle méthode on va mettre en place pour mettre le plus en valeur leurs produits. Et cette méthode, cette technique, elle changera d'un projet à un autre et même de personnalité à une autre. Donc là, en l'occurrence, ils peuvent pitcher à 3 parce qu'ils le font très bien. Mais encore une fois, c'est un exercice très difficile de pitcher à 3. Sur le reste du pitch, on est sur quelque chose d'assez classique. Ils posent la problématique, ils présentent leur solution, ils font essayer le produit, etc. C'est assez classique. Mais globalement, je trouve que leur pitch est très bon. Il est très réussi, ils arrivent à mettre en avant les qualités de leurs produits, ils ont un business model qui est très clair, ils sont très précis sur leurs chiffres, je pense que tout roule là-dessus. Mais finalement, ils ne trouvent pas d'investisseurs. Donc retenez bien ça, le pitch c'est pas un outil magique qui va vous permettre de lever des fonds automatiquement. Simplement, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est un outil qui va permettre de mettre en valeur ce qu'il y a de bon dans votre produit ou dans votre projet. Donc il ne se suffit pas, mais il est une condition nécessaire. Et d'ailleurs, ça on va le voir tout de suite avec ce que je considère comme étant l'un des meilleurs pitchs de la saison, la pâtisserie numérique. Clairement, si j'avais récupéré la vidéo et que j'avais pu faire l'analyse détaillée, c'est sur ce pitch que je l'aurais faite. Parce qu'il est excellent. La pâtisserie numérique, c'est cette imprimante 3D qui permet de faire des bases de pâtisserie avec des formes complexes. Alors perso, j'adore cuisiner, j'ai même hésité à en faire mon métier à un moment. Donc Marine, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, préviens-moi quand tu lances une version domestique de ce produit, parce que je serai l'un de tes premiers clients, je suis fanat du projet. Et sur ce pitch, déjà, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est la personnalité. Marine est ultra dynamique, elle est souriante, et déjà ça donne une pêche. Quand on a quelqu'un qui a de l'énergie, qui vous sourit, en bref, qui est sympathique, vous avez envie de l'écouter. Et d'ailleurs, la sympathie, c'est l'une des 6 clés de l'influence qu'a souligné Robert Cialdini dans son livre « Influence et manipulation ». Un livre que je vous conseille fortement d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu. Parce que là, imaginez ce même pitch dit par quelqu'un qui fait la gueule, qui sourit pas, qui met pas d'énergie, quelque chose de tout mou. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu autant de succès? J'en suis pas certain. Parce qu'on a envie de travailler avec des gens agréables. On se lance dans un projet aussi parce qu'on a envie de travailler avec la personne. On va devoir passer du temps ensemble, réfléchir, avancer ensemble et pour ça, on doit bien s'entendre. Donc même si vous êtes stressé, pensez à mettre toute votre énergie et à sourire pendant vos pitchs. C'est un élément important. Deuxième point qui est excellent, c'est cet argument d'autorité qu'elle va amener en présentant Pierre Hermé. Donc Pierre Hermé, un très grand chef pâtissier qui utilise sa technologie pour sa propre pâtisserie. Et ce qui est intéressant dans ce témoignage de Pierre Hermé, c'est qu'il dit pas juste je l'utilise, c'est pas juste pour la galerie. Il va apporter des vrais arguments. Donc là, l'argument d'autorité, c'est un argument de rassurance. Ça vient rassurer les investisseurs sur la possibilité de proposer ce produit à des grands pâtissiers et même à des pâtissiers de toute taille. Parce qu'il le dit lui-même, il en a parlé avec d'autres pâtissiers et que beaucoup sont prêts à utiliser ça parce que pour eux, c'est un outil qui va leur permettre d'insister sur leur créativité en mettant de côté les éléments beaucoup plus basiques de la pâtisserie. Donc retenez bien ça, avoir quelqu'un de connu, avoir un expert avec vous, c'est toujours positif, mais tant qu'à en avoir un, essayez d'en faire un vrai argument. C'est-à-dire que cette personne va pouvoir argumenter pour vous et poser un avis d'expert sur votre projet. Donc l'argument d'autorité, oui. L'argument d'autorité bien utilisé, 10 fois oui. Et le troisième point important sur ce pitch, c'est la précision. Marine est ultra précise sur toutes les infos qu'elle donne, à la fois sur les chiffres et sur sa cible. Sa cible est très précise, les pâtissiers qui font plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est extrêmement précis et ça c'est quelque chose qui vient aussi rassurer les investisseurs. Parce qu'on peut pas dire je vais m'attaquer à l'ensemble du marché, surtout sur un marché tel que le sien. En affinant sa cible, ça lui permet aussi d'affiner la façon dont elle va communiquer, la façon dont elle va prospecter et donc d'avancer beaucoup plus rapidement sur la croissance de son entreprise. Donc pas la peine de le préciser, mais vous aussi, même si en soi votre produit pourrait s'adresser à plein de marchés différents, à plein de cibles différentes, essayez d'en qualifier une ou deux
très précis. Ça va être vos cibles prioritaires et une fois que vous aurez atteint ce marché, que vous serez bien installé dessus, vous pourrez aller sur d'autres marchés. Mais face aux investisseurs, concentrez-vous sur un point, sur une cible. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu chez une entreprise que j'avais accompagnée, Tulip, qui fait de l'assurance pour les vélos. En soi, ils pourraient s'intéresser à tous les particuliers. Mais plutôt que d'attaquer ce marché qui est très vaste et donc qui est compliqué à attaquer, ils ont commencé par s'intéresser aux loueurs de vélos. Et ça leur a permis de développer une croissance rapide et aujourd'hui ils réussissent très bien. Mais c'est pas le sujet du jour, alors nous on continue tout de suite avec le pitch de Revolt. Alors là, il y a deux gros problèmes sur ce pitch là. Le premier, il est évident, c'est le manque de précision. Vous ne pouvez pas être à côté de vos chiffres pendant un pitch. Vous devez les connaître à la perfection. Là, en l'occurrence, ils se plantent complètement dans les chiffres au point qu'Anthony Bourbon leur pose des problèmes de mathématiques. Vous devez connaître votre CA, votre marge, vos ambitions, tout ça, ça doit être précis. Vous devez l'avoir calculé pour savoir où vous en êtes et où vous espérez aller. Sans ça, les investisseurs vont manquer d'éléments sur lesquels se positionner. Or, je le rappelle à chaque fois, même s'ils trouvent le projet intéressant, même s'ils trouvent que le produit ou le service est bon, ils doivent pouvoir se positionner sur des aspects financiers. Donc vous devez les rassurer sur ces éléments-là et leur donner des éléments sûrs, garantis et précis. Et le deuxième point, il porte sur le product market fit. En gros, il y a deux aspects dans leur projet. Un aspect B2B et un aspect B2C. Et pour l'instant, ils se projettent surtout sur l'aspect B2C et on a l'impression qu'ils prennent le B2B un peu de côté. Et ça rejoint ce que je disais pour le pitch d'avant. Vous devez identifier votre cible prioritaire et vous devez être sûr que c'est la bonne. En gros, j'ai trouvé le produit, j'ai trouvé à quelle cible le proposer et j'ai vérifié que cette cible était sensible à mon produit. Là, il y a un manque d'éléments sur ce point-là, il s'adresse sans doute pas au bon marché en priorité, donc c'est sans doute quelque chose sur lequel ils vont devoir travailler. Et c'est un peu ce qui inquiète plusieurs des investisseurs. Vous, dans vos pitchs, vous devez travailler ça. J'ai parlé de la cible avant, mais vous devez montrer à vos investisseurs comment vous allez vous adresser à cette cible. Est-ce que vous avez déjà des touches? Est-ce que vous êtes déjà en place auprès de cette cible? Et en gros, est-ce que votre produit a trouvé son marché? Une fois que vous avez prouvé ça, vous avez juste à montrer que vous pouvez scaler, ou en tout cas que vous pouvez croître sur ce marché sans difficulté. Puis après, ils sont souriants, ils sont énergiques, le produit semble plutôt bon, donc l'un des investisseurs va les suivre, mais si vous voulez savoir qui, allez voir le replay. Comme d'hab, après. Et nous, on passe tout de suite à Audace. D'abord, ce que j'aime bien, c'est que leur pitch est très carré. Quand ils présentent les qualités de leurs produits, ils sont très précis sur les différences avec le marché existant. D'abord l'impact, ensuite le prix, et ensuite l'aspect. Et je trouve que l'ordre dans lequel ils le font est très bien pensé. En commençant par l'impact, ils mettent des valeurs dans leur projet. Ensuite, avec le prix, ils vont y mettre une notion financière. Ça va marcher parce que c'est plus intéressant financièrement. Et ensuite, avec cette question de l'aspect, ils viennent rassurer les investisseurs sur une potentielle objection qui serait un diamant de moins bonne qualité, qui serait moins joli. Donc ça, c'est intéressant. Essayez toujours de déterminer 3 axes sur lesquels vous allez vous différencier ou sur lesquels vous allez rassurer les investisseurs. Le rythme ternaire, de façon globale, c'est un rythme qui fonctionne extrêmement bien sur l'être humain. Ça a été prouvé scientifiquement, le rythme ternaire est beaucoup plus impactant sur l'être humain qu'une série de 2 ou une série de 4. Et pour la petite anecdote, l'impact a été prouvé, mais l'origine de cet impact, on ne le sait toujours pas. On ne sait pas d'où ça vient, tout ce qu'on sait, c'est que c'est efficace. Donc retenez bien, dès que vous pouvez présenter des arguments par 3, faites-le. Vous allez simplifier l'assimilation et donc le pouvoir de conviction de votre argumentaire. Et ensuite, il y a 2 éléments que je vais combiner ensemble, mais qui donnent aussi du sérieux à leur projet. D'abord, c'est le moment où ils disent qu'ils vont être distribués au printemps et dans une chaîne d'hôtels 5 étoiles. C'est un élément très fort de leur pitch parce que ça montre qu'ils sont en train de percer dans ce marché-là, qu'ils sont en train d'avancer. Être distribué par le printemps, c'est un gage de toucher grand nombre de personnes, et le fait d'être distribué dans un hôtel 5 étoiles, ça montre aussi qu'ils sont en train de percer dans le milieu du luxe, ce qui est, on peut le penser, l'une de leurs cibles prioritaires. Et ce qui rejoint ça, c'est le fait qu'ils sont très précis sur leurs chiffres. Ils savent exactement où ils en sont, où ils veulent aller, comment ils vont y aller, etc. Tout ça, c'est un gage de sérieux. Et je vous ai dit avant qu'il fallait avoir l'air sympathique, être dynamique, souriant, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir l'air d'un rigolo qui passe son temps à se marrer. Vous êtes là aussi pour bosser, pour faire du business. Donc on veut travailler avec des gens sympathiques, mais sérieux. Là, je trouve qu'ils font un très bon combiné entre ces 2 éléments. Alors malgré tout, ça s'est pas super bien passé pour eux, mais ça n'est dû ni à leur produit, ni à leur pitch. Je vous laisse aller regarder ça. Et pendant ce temps-là, nous on continue avec ADN Ski. D'abord sur ce pitch, l'accroche est super intéressante. Au premier abord, j'ai trouvé que c'était excellent. On avait un truc percutant qui mettait de la tension et donc qui captait l'attention des investisseurs. J'ai aussi trouvé ça bien parce qu'il s'adressait directement à l'un des investisseurs dont ils avaient identifié un potentiel attrait pour ce service. Donc ça, ce sont déjà 2 bons éléments.
Justement, avoir un pitch percutant qui capte l'attention dès les premiers mots, c'est ce qu'il faut viser. Et en plus, en adaptant cette accroche aux investisseurs, ils montrent qu'ils se sont intéressés à eux et donc que c'est un pitch qui est fait pour eux, qui leur parle à eux, qui n'est pas un pitch lambda qui peut ressortir devant tout le monde. Donc ça, c'est deux éléments intéressants. Mais malgré ça, et ça a été souligné par certains investisseurs, cette intro est un peu trop culpabilisante, surtout pour le marché sur lequel il s'adresse. Parce qu'on le voit après, on sent que Marc Simoncini est quand même un peu sur la défense. Il est beaucoup en train de se justifier, de dire que lui aussi, ça lui fait se poser des questions, etc. Alors, ça peut être bien. Mais le problème, c'est que ça crée une réserve par rapport aux personnes à qui il s'adresse. Donc faites toujours attention à ce genre d'accroche. Oui, il faut être percutant, oui, il faut s'adresser aux investisseurs, mais n'allez pas trop loin. Ça n'est pas la peine d'en faire des caisses, parce que la mise en scène, c'est un aspect intéressant, mais ce qui compte, c'est de convaincre l'investisseur. Ayez toujours en tête votre objectif, vous ne devez pas braquer les personnes en face de vous. Et le dernier point que je trouve intéressant dans ce pitch, c'est au moment des questions quand ils sont interrogés sur leur business model. La question qui est posée, c'est est-ce qu'ils comptent vendre leur process dans des marques qui existent déjà, ou est-ce qu'ils veulent développer leur propre marque? Et ça finalement en rhétorique, c'est ce qu'on appelle un faux dilemme. C'est-à-dire qu'on oppose deux solutions, alors qu'en réalité il peut en exister d'autres. Alors c'était pas volontaire de la part de cet investisseur, mais ils se sortent très bien de ce sophisme en proposant leur alternative, le business model qu'ils envisagent de choisir. Et là c'est tout gagnant pour eux, parce qu'ils montrent qu'ils ont très bien compris leur marché, le marché du ski, et qu'ils savent comment s'adresser à ce marché pour faire évoluer leur process, et surtout pour vendre ce process, le généraliser, et l'intégrer dans des marques qui existent déjà. Alors pourquoi je trouve ça intéressant pour vous? C'est parce que quand on vous pose une question, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question en elle-même. Là on leur propose de faire un choix entre deux choses, eux expliquent que leur business model il est bien pensé et qu'il est en dehors de ce faux dilemme. Donc analysez bien les questions qu'on vous pose, savoir si c'est bien à cette question qu'il faut répondre ou s'il vaut mieux recadrer la question qu'on vous a posée pour pouvoir exposer votre projet ou donner d'autres éléments. Alors j'aurais pu aussi revenir sur la façon dont ils traitent les objections par rapport aux différences avec les skis classiques. Je trouve qu'ils s'en sortent très bien et j'ai déjà parlé de ce genre de choses un peu plus tôt dans l'épisode, donc pas la peine de revenir dessus. En tout cas, ils traitent très bien ces objections, ils ne dévalorisent pas les autres produits, ils mettent en avant le leur. Alors sur le pitch de Oré, j'ai pas grand chose à dire, donc ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite à notre dernier pitch, le pitch de IA. Il commence avec un truc que j'adore, c'est quand ils arrivent avec ce caddie et toutes les bouteilles d'eau qui représentent ce qu'on utilise en moyenne dans une douche en France. Pourquoi c'est intéressant et comment vous pouvez vous en servir? Un chiffre, c'est souvent une notion qui semble un peu abstraite. On n'arrive pas forcément à se représenter, à visualiser ce que représente ce chiffre. Là, en arrivant avec ce caddie, il donne tout de suite une image qui va s'associer aux chiffres et aux problèmes qu'ils viennent résoudre. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant. Quand vous donnez un chiffre, associez-le toujours à une image ou à une analogie. Ça va donner beaucoup plus d'impact à ce chiffre. Alors, en l'occurrence, ils le font en amenant sur le plateau ce caddie, on peut presque toucher ce chiffre. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là, il suffit de le faire avec les mots. Ils auraient très bien pu dire que ça représentait plus de 13 packs d'eau par jour et par douche. Donc retenez bien, un chiffre c'est abstrait, jusqu'à ce qu'on l'associe à une image et à ce qu'on le compare. Deuxième point pour ce pitch, qui va faire un peu écho à ce que j'ai dit pour le pitch précédent, c'est qu'ils sont pas dans une démarche de culpabilisation. Une fois qu'ils ont identifié leur problème, leur solution permet de le résoudre sans rajouter une peine supplémentaire. En gros, ils comprennent très bien que les gens passent du temps sous la douche, et ce qu'ils leur proposent, c'est une solution qui leur permet de passer tout autant de temps sous la douche, mais sans utiliser plus d'eau. Et donc cette distinction qu'ils font entre la douche hygiène et la douche plaisir, c'est quelque chose qui peut toucher, je pense, les investisseurs. Parce que, et moi le premier, je passe beaucoup trop de temps sous les douches, parce qu'effectivement c'est le moment où je réfléchis, je pense à plein d'autres choses, et donc je me rends pas compte du temps qui passe et de l'eau qui coule sous cette douche. Et là la solution répond à tous les problèmes à la fois économiques et environnementaux, et sans chercher à culpabiliser, à restreindre les gens. Donc en y pensant bien, c'est peut-être un peu plus un avis sur le produit que sur le pitch, mais en tout cas sur la façon dont ils le présentent, il y a aussi ce truc de ne pas culpabiliser. Et le dernier point va beaucoup plus porter sur le pitch, c'est leur précision. Je l'ai déjà dit et donc je vais pas insister là-dessus, mais la précision c'est un élément clé de tout pitch qui fonctionne. Là ils sont précis sur la marge qu'ils touchent actuellement, sur la marge qu'ils comptent atteindre et surtout sur la façon dont ils vont pouvoir atteindre cette marge. Et un dernier petit point bonus, c'est ce qui se passe au moment de la négociation sur la valorisation. Leur valorisation initiale n'est pas acceptée mais une contre-proposition est faite à laquelle ils vont opposer une contre-contre-proposition. Ça aussi c'est quelque chose
choses que vous devez penser avant de présenter votre pitch. Qu'est-ce que vous êtes prêt à négocier? Comment vous êtes prêt à avancer avec vos investisseurs? Quelle est la valorisation que vous êtes prêt à accepter? En bref, tous ces éléments-là, ils vont apporter du poids à votre pitch et ils vont vous permettre d'atteindre des résultats pendant vos pitchs. En vous préparant à négocier, en étant clair sur ce que vous pouvez accepter, vous allez pouvoir discuter beaucoup plus facilement avec les investisseurs et donc là aussi paraître beaucoup plus sérieux. Ça, on l'a bien vu dans les retours qu'en faisaient les investisseurs après la négociation. Et voilà, c'est terminé pour cette 4e saison de Qui veut être mon associé et pour mes analyses de pitch pour cette année. Avant de passer à une analyse plus globale de cette saison, je tenais à vous remercier. Vous avez été très nombreux à me suivre et ça m'a énormément touché. 30 000 personnes ont regardé mes vidéos et à mon niveau, c'est quelque chose d'énorme. Donc bien entendu, on va se retrouver l'an prochain pour la saison 5 puisqu'elle est déjà annoncée. D'ailleurs, si vous me regardez parce que vous êtes vous-même entrepreneur et vous allez devoir pitcher pour la levée de fonds ou pour d'autres projets, sachez que les castings de la saison 5 sont déjà ouverts. Donc je vous invite à aller voir ça sur les comptes d'M6, vous allez retrouver tout ça très facilement. Et puis si vous voulez que je vous aide pour préparer votre pitch, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, je serai plus que ravi de vous accompagner. C'est ça aussi qui m'a poussé vers la prise de parole, c'est cette envie d'accompagner des entrepreneurs, d'accompagner des gens qui ont des projets pour qu'ils puissent réaliser leurs objectifs et qu'ils puissent atteindre les sommets. Et pour la suite de la chaîne, bien entendu, je vais pas vous lâcher. D'abord, il y a d'autres interviews à venir, avec notamment une interview avec Aram Attar, qui est l'un des coachs officiels de l'émission. Après, je vous avoue que je vais aussi diminuer un peu le rythme. Une vidéo par semaine, c'était quelque chose de très lourd, ça m'a pris 1 jour et demi de travail par semaine, et je peux pas tenir ça si je veux continuer à développer ma propre activité. Par contre, sur les formats, je vais continuer à beaucoup parler de pitch, avec des vidéos un peu plus tuto dans lesquelles ça va être vraiment une leçon à chaque fois sur le pitch, et puis je vais continuer à faire des analyses d'autres émissions qui existent, comme Shark Tank ou Dragon Den. Donc si tout ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, vous savez quoi faire, sans oublier d'activer la petite cloche. Et maintenant, j'aimerais vous donner quelques chiffres sur cette saison. D'abord, sachez qu'il y a eu plus de 8 millions d'euros investis sur l'ensemble des 8 épisodes. C'est un montant énorme et qui est très important pour le monde entrepreneurial français. Donc bravo à M6 de soutenir ce projet et de soutenir cette émission. Ensuite, je tiens à féliciter Hydratis qui a eu la plus belle valorisation de cette saison avec une valorisation à 8 millions d'euros. Pour rappel, ils sont passés dans le premier épisode de la saison et c'est Kelly Massol qui les a suivis en leur proposant 400 000 euros contre 5% de leur société, alors qu'initialement ils n'en demandaient que 300 000, qui ramène leur valorisation à 8 millions d'euros. C'est un montant énorme, peut-être l'un des plus gros qu'on a vu passer dans l'émission depuis ses débuts. Et d'ailleurs, félicitations à Kelly Massol qui fait une entrée fracassante dans l'émission. C'est elle qui a investi les plus gros montants pendant toute la saison, avec un montant global de 2 300 000 euros. Elle fait à elle seule plus du quart de l'investissement général. Au total, 57 projets ont été présentés pendant cette saison et 36 ont été financés, plus de la moitié. C'est quelque chose d'énorme, surtout si vous suivez un peu le monde de la levée de fonds en France, qui était plutôt en baisse ces derniers temps. Et puis si vous voulez avoir plus de détails et surtout avoir un comparatif entre cette saison et les saisons précédentes, je vous invite à venir me suivre sur LinkedIn. Je vous mets le lien dans la description, mais je publie énormément de contenu, j'en publie un tous les jours, sur le pitch, la prise de parole, la levée de fonds et sur tous ces éléments. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit like sous la vidéo. Pour vous, c'est pas grand chose, pour moi, c'est énorme. Et si en plus vous me le dites en commentaire et que vous me posez des questions, moi ça me fait énormément plaisir de discuter avec vous, donc la place est à vous. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, d'autres interviews et toujours plus de contenu sur la prise de parole et le pitch. C'était Jean Corentin, allez ciao!